Simplement, c'est vrai que présenté comme ça ne saute pas forcément aux yeux. Si ce n'est que vous avez bien un delta E et il y a un NF là-dedans que vous pouvez déjà plus ou moins reconnaître comme venant comme étant présent dans la relation de Nernst. Pour arriver à la relation de Nernst, il va falloir encore un tout petit peu de travail. Mais celle-ci est déjà très importante. Vous devez savoir la retrouver. Alors, la retrouver, qu'on soit bien d'accord, la retrouver dans votre cours. Pas aboutir à cette équation-là. Ça, c'est le travail que j'ai fait moi. C'était en grisé, histoire de vous montrer que ce à quoi on arrive, là, quand on a cette équation-là, c'est tout simplement des conséquences logiques, totalement logiques, de choses que l'on avait déjà vues avant. Vous avez remarqué là maintenant que c'est plus en fond grisé. Le reste, vous le comprenez, vous savez le faire. D'accord ? On a donc cette variation, cette différence de potentiel, que l'on peut écrire aussi sous cette forme-là. Ce delta G, ici, donc l'enthalpie molaire de réaction, on va l'appeler comme ça, l'enthalpie de Gibbs molaire de réaction, d'accord ? Que l'on a ici, et je ne sais pas pourquoi ça ne se souligne pas d'ailleurs, elle peut s'écrire en fonction, ça on l'a déjà vu aussi, de l'enthalpie molaire de réaction dans les conditions de référence, standard, il y a le petit zéro en plus, corrigé du terme qui fait intervenir les activités de chacune des espèces présentes dans la solution. C'est ce RT, somme des logs des activités, puissance, le coefficient stoichiométrique signé de chacune des espèces. Signé, sous-entendu, si ce sont des produits de la réaction, donc ils apparaissent dans la partie droite de la réaction, ils sont positifs. S'ils sont dans la partie gauche, ils sont négatifs. Ce sont des réactifs. Voilà ce que je veux dire par là. Eh bien, si maintenant on réécrit ça de manière relativement propre, ça ressemble normalement déjà nettement plus à ce que vous connaissez de la relation de Nernst, simplement parce que j'ai étendu ce qu'était delta G. On retrouve un terme en delta G0, normal, et puis ce terme en RT sur NF, log de... Non, c'est encore pas ça, on avance encore un peu. Le premier terme en delta G0, vous ne le voyez pas, vous d'habitude, vous avez l'habitude d'avoir plutôt un E0 à la place. Oui, si on est dans les conditions de référence, et c'est la définition des conditions de référence, ça veut dire que toutes les activités sont égales à 1. C'est ça, les conditions de référence. On précisera en plus que la pression est égale à 1 bar, d'accord, 100 000 pascal, c'est ça. Donc les conditions de référence, c'est toutes les activités égales à 1 et la pression totale égale à 1 bar. Eh bien, si toutes les activités sont égales à 1, le produit des activités, ou plutôt la somme des logs des activités, ça fera 0. Parce que log de 1, ça fait 0. Et la somme de log de 1, ça fera 0 aussi. Donc toute la partie en log, en fait, est égale à 0. Elle disparaît. On aura donc, vous le voyez bien, delta E qui sera simplement égal à ce delta G 0. Et bien, par convention, ce delta E-là, dans les conditions de référence, on va l'appeler la différence de potentiel de référence. Voilà, tout simplement. Et on la note avec un petit zéro parce que c'est le symbole qu'on a utilisé jusqu'à présent pour préciser les conditions de référence. On aura donc ici la différence de potentiel de référence. Voilà, donc déjà, on peut simplifier un petit peu l'écriture. On aura delta E, c'est delta E0, donc la différence de potentiel dans les conditions de référence, plus ce terme qui traîne derrière. Ce terme qui traîne derrière, on peut le traiter maintenant, et on l'a déjà vu, donc je fais référence ici au cours d'UE1, UE3 sur la thermodynamique, d'accord ? Ce terme-là, on l'a déjà vu, on le note en général sous une forme différente, donc c'est une diapo, je n'arrive pas à lire le numéro de la diapo, mais vous l'avez dans votre cours, d'accord ? Cette somme des logs des activités, on peut la noter, ah bah tiens, c'est marqué ici, donc c'est la diapo 106, voilà,
Donc vous l'avez dans votre cours, on la note Q, enfin log de Q. Q étant ce qu'on appelle le quotient des activités. Donc le quotient des activités, c'est en haut le produit des activités des produits de la réaction, ce qui se trouve à droite de la balance réactionnelle, chaque activité étant toujours élevée à un potentiel correspondant à son coefficient stoichiométrique, mais cette fois-ci non signé. Et en dessous, au dénominateur, le produit des activités des réactifs, ce qui se trouve à gauche de la balance réactionnelle. Voilà, c'est le quotient des activités, on l'a déjà vu précédemment, il réapparaît ici. Après tout, c'était logique, on l'avait vu dans le cadre de la thermo, on est toujours dans le cadre de la thermo, d'accord? C'était à propos des delta G, on a réintroduit des delta G, c'est normal qu'il réapparaisse ce quotient des activités. Eh bien, ça, cette fois-ci, c'est très exactement la formulation que vous devez utiliser de la formule de Nernst, de l'équation de Nernst. C'est ça, l'équation de Nernst, telle que vous devez et telle que vous pouvez la reconnaître, et telle que vous devrez l'utiliser. Sauf que, Monsieur Cavalli, quand je vais voir sur Internet qui est la référence absolue en matière de sciences, c'est pas ce que je trouve. Je regarde un peu partout, c'est pas ça. D'abord, vous avez mis un moins, puis là, manifestement, il y a un plus. Et puis, c'est vachement plus simple ici, parce qu'il n'y a pas une espèce de Q, on ne sait pas très bien ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un ox, c'est sur RED, c'est exactement ce que j'ai vu en cours. Ça, c'est vachement plus simple. D'accord? Alors, vous regardez sur celui-là, mais vous regardez sur Wikipédia, on vous sort exactement la même chose. D'accord? Il y a une espèce d'unanimité sur la bonne formule de l'équation de Nernst, c'est un truc qui ressemble à ça. D'abord, 1, il y a un plus, et puis 2, c'est ox sur red, non de bleu. Eh ben, non. Non, juste non. J'ai pas dit que ça, c'était faux. C'est juste que cette formule-là n'est vraie que dans un seul cas que l'on doit rencontrer à peu près 0,01% du temps. Alors évidemment, ça correspond à la situation la plus simple. Alors comme ça correspond à la situation la plus simple, c'est celle qu'on expose tout le temps. Oui, il se trouve que c'est celle qu'on ne rencontre pas. Donc comme c'est celle qu'on ne rencontre pas, elle a beau être la plus simple, elle sert fondamentalement à rien. Mais je vais quand même vous montrer que la formule que vous devrez utiliser, c'est exactement la même que la précédente dans le cas qui est décrit. Ce cas-là, il est décrit pour l'équation, et vous le trouverez systématiquement, parce que quand même on prend le soin de le préciser, pour la réaction, zut, je ne l'ai pas marqué, mais on va le faire. Donc je repars de l'équation de Nernst telle qu'elle est expliquée. Déjà pour expliquer pourquoi moi j'ai un moins et que dans l'équation il y a un plus. Quand on change un terme en log de 1 sur le terme à le terme, on a juste à mettre un moins devant. C'est un des côtés pratiques. Un des côtés pratiques qui est intéressant avec les logs, ça sert en partie aussi à ça, à calculer des inverses de manière extrêmement simple. D'accord ? Quand on a une table de log et qu'on sait s'en servir, évidemment. Donc ça veut dire que le ox sur red, si vous mettez red sur ox à la place, vous mettez un moins, et déjà, bon, ça, ce n'est pas un point de détail. Donc ça, c'est juste un point de détail, le plus, le moins ne change fondamentalement rien. Ensuite, chimiquement, l'équation qui correspond à cette formulation de l'équation de Nernst, c'est toujours la même, elle est présentée toujours de la même manière. Alors, de manière canonique, c'est vrai, c'est la forme oxydée qui donne la forme réduite. Ça, je vous ai dit, on doit tous prendre cette convention-là. Sinon, on va finir avec des inversions de signes et on ne s'en sortira pas. Ici, c'est bien le cas, on a écrit la réaction sous sa forme de réduction, c'est ce qu'on doit faire. La forme oxydée qui donne la forme réduite, c'est respecté, pas de problème. Simplement, comme vous pouvez le voir, ici, on a mis une forme oxydée plus des électrons qui donnent une forme réduite. D'accord ? Et manifestement,
À cette équation-là, moi j'associe un quotient de réaction, un quotient des activités, qui peut être égal à RAID sur OX à une condition absolue par contre. C'est que la forme réduite et la forme oxydée qui sont là soient en solution. Ah oui, si la forme réduite est en solution diluée, effectivement l'activité c'est la valeur numérique, hein, d'accord, sans unité, de la concentration en mol par litre. Et même chose pour la forme oxydée, si effectivement elle est en solution diluée, son activité, ce sera la valeur numérique de sa concentration en mol par litre. Le 1 qui apparaît ensuite, c'est parce que par convention, on a choisi comme état standard, état de référence des électrons quand ils sont dans un conducteur électrique. Et effectivement, si j'ai une électrode qui plonge dedans, mes électrons vont effectivement se retrouver dans une électrode, donc point, c'est dégagé. Vous n'aurez jamais à vous en occuper, d'accord? L'activité des électrons, c'est 1, c'est réglé. Ça pourrait ne pas être 1 hein, dans certaines conditions. Si on fait des réactions dans un arc électrique, par exemple, effectivement, on n'est pas dans un conducteur, donc l'activité des électrons ici n'est pas égale à 1. Mais c'est quelque chose que vous ne rencontrerez pas. Donc pour vous, les électrons, c'est bon, ça dégage, ils sont dans leur état de référence ou dans le même état dans les deux électrodes, et donc ça ne posera pas de problème, on les dégage. Donc effectivement, le quotient des activités tel que je l'avais écrit moi, si la réaction est effectivement à écrire sous cette forme-là et que les deux espèces sont en solution diluée, je peux effectivement en conclure que mon quotient des activités, c'est RAID sur OX, et donc finalement, que la formule présentée au départ, c'est bien strictement la même que celle que je vous demande, impose d'ailleurs en fait, vous n'aurez pas le choix, d'utiliser. C'est bien exactement la même, il n'y a pas de problème. Mais donc, on a égalité entre la formule proposée qu'on trouve partout et celle que je vous demande d'utiliser et que moi j'ai démontrée, d'accord, pour vous, seulement si et seulement si on a une forme oxydée plus des électrons qui donnent une forme réduite et que les deux espèces sont en solution diluée. Ça limite considérablement le champ d'application de cette formule simplifiée. Ça la limite tellement qu'en fait, la plupart du temps, on n'est pas dans cette situation-là. Je peux vous donner un exemple où ça marche. Cu2+, plus un électron, donne Cu+. Voilà, vous avez un des exemples qui fonctionne. Il doit y en avoir de tête, je pense que je pourrais en trouver 4 ou 5 supplémentaires, mais pas tellement plus. D'accord? Pas tellement plus. La quasi-totalité des réactions d'oxydoréduction auxquelles vous serez confrontés ne répondent pas à ce schéma-là. Parce qu'il y a une des espèces qui n'est pas en solution, parce qu'il y a d'autres espèces qui vont intervenir, c'est le cas le plus fréquent, d'accord? Parce qu'éventuellement, on va avoir un gaz, un solide ou n'importe quoi d'autre, et donc ça ne répondra pas à ce schéma-là. Petite précision supplémentaire à propos du 006, histoire d'enfoncer un clou supplémentaire. RT sur NF, ça ne fait pas 006. RT sur NF, ça fait 006 seulement si. Seulement si on est à 298 degrés Kelvin, à 25 degrés Celsius. Si on est à 298, bon, à la limite, si on était à 300, ça ne change pas grand-chose. Quelquefois, on vous donne 300 degrés, histoire de simplifier les choses, mais 298, 300, ça ne change pas grand-chose. On trouve effectivement, mais on ne trouve pas 006 non plus. R, 8,3. T, à peu près 300, divisé par 96 500, ça ne fait pas 006. Ça fait 006 seulement si on multiplie par 2,3. Hein? Et pourquoi on multiplierait par 2,3? Ben, parce que vous l'avez peut-être remarqué, je suis passé en log décimal. Toutes les écritures précédentes étaient en log népérien. Et là, l'écriture est en log décimal. Et quand on passe des logs népériens aux logs décimaux, on doit multiplier par log népérien de 10, qui est égal à 2,3. C'est un changement de base logarithmique, c'est classique, d'accord? Et donc cette fois-ci, R
T, si T est égal à peu près à 300, sur F multiplié par 2,3, ça fait effectivement 0,0592 et des broquilles 0,06. Donc ce 0,06 ne peut être utilisé qu'à deux conditions. On est à 25 degrés Celsius et le log est écrit en forme décimale. Si ces deux conditions sont remplies, effectivement, on est à 0, à 25 degrés Celsius, et le log est bien un log décimal, on peut utiliser 0,06 en lieu et place du terme RT sur NF. D'accord? Mais les deux conditions sont impératives. Voilà, c'est ce que vous avez ici. Le calcul est fait. Donc, on a équivalence uniquement si on est passé en log décimal et si on est à la bonne température. Vous avez le détail sous les yeux. Et là, donc ma version, c'est la même que celle qui est proposée un peu partout. Simplement, la version telle que je la propose moi, elle marche dans tous les autres cas, dans les 99,9 autres cas où celle qui est simplifiée et qu'on trouve partout ne fonctionne pas. Et on peut regarder un exemple. On prend cet exemple-là. Voilà. Où on a bien une réaction d'oxyde de réduction, on l'a vu ensemble. D'accord? C'est bien une réaction d'oxyde de réduction. Le brome, du côté des réactifs, est au niveau d'oxydation 0. Du côté des produits, il est respectivement à -1 dans Br-, d'accord? Et à +5 dans l'ion bromate, BrO3-. Donc on a bien une variation du nombre d'oxydation. Une fois ça monte, une fois ça descend. C'est d'une réaction d'oxydoréduction complète. Ici, c'est une réaction de dismutation puisque le même réactif sert à la fois d'oxydant et de réducteur. D'accord? Le dibrome sert à la fois d'oxydant et de réducteur. Donc si je veux écrire ma réaction d'oxydation, enfin mon équation de Nernst, la première chose que je dois faire, parce que j'en ai besoin dans mon équation, c'est déterminer le nombre d'électrons échangés. Vous prenez l'oxydant d'un côté, le réducteur correspondant de l'autre, ou le réducteur d'un côté, l'oxydant correspondant de l'autre, ça n'a pas d'importance, vous allez trouver la même valeur. Ici, la solution la plus simple pour le calculer, c'est de constater qu'on passe de 0 pour le dibrome à +5 pour les bromates. D'accord? Il y a un bromate, donc ce sera vite fait. Ce qui veut donc dire qu'il y a un atome de brome qui va passer de 0 à +5. On fait l'état final moins l'état initial. Il est donc à +5, il était à 0. +5 moins 0, ça fait 5. On a donc 5 électrons échangés. Voilà, point, c'est tout. Mais si j'avais voulu le faire sur les bromures, ça marche de la même manière. Hein. J'avais du brome à 0, j'ai maintenant du brome à -1, j'en ai combien? 5, donc ça fait 5 fois -1, d'accord? -0, ça fait aussi 5 électrons, d'accord? Donc que vous le calculiez sur l'un ou sur l'autre, sur l'oxydation ou sur la réduction, ça n'a aucune espèce d'importance, vous trouvez qu'il y a 5 électrons échangés. C'est tout l'intérêt et toute l'importance de savoir calculer ces variations du nombre d'oxydation, donc les nombres d'oxydation, parce qu'effectivement, même si on ne voit pas les électrons échangés dans la réaction, on sait calculer combien d'électrons ont été échangés quand même. Le quotient des activités ici, ce sera donc l'activité, eh bien, vous le voyez, de tout ce qui est du côté des produits. Donc le produit des activités de tout ce qui est du côté des produits. Donc l'activité des bromates, puissance 1, parce que le coefficient stoichiométrique, c'est 1. Par l'activité du bromure, puissance 5, puisqu'il y en a 5, c'est le coefficient stoichiométrique. Par l'activité des ions H+, puissance 6, parce qu'il y en a 6, voilà, hein, vous avez compris le principe, divisé par cette fois-ci le produit des activités de ce qui se trouve du côté des réactifs, à savoir donc le dibrome
et l'eau. Le dibrome, CoF3, donc puissance 3, l'eau, CoF3, puissance 3 également. Vous aurez noté que je n'ai pas pris la peine d'écrire l'activité des électrons. On aurait pu les mettre des deux côtés. Il y en a 5 de chaque côté, mais ça faisait 5 en haut, 5 en bas. On n'en a pas besoin. Elles apparaissent pas, ces électrons n'apparaissent pas dans la réaction. Il n'y a pas de raison de les faire apparaître ici dans le quotient des activités. Mais effectivement, ça s'annulerait. C'est normal. Si je considère que les espèces en solution sont dans solution diluée, ce que j'ai le droit de faire, après tout, j'ai bien le droit de considérer que je suis dans solution diluée, mais il faudra que je le précise, je l'écris quelque part quand même. Je vais pouvoir remplacer les activités de toutes les espèces en solution par leur concentration, c'est-à-dire les bromates, les bromures et les ions hydronium, H+. L'eau est un solvant en bas, et l'activité d'un solvant est à remplacer, si on est en solution diluée, par sa fraction molaire. Si on est en solution diluée, la fraction molaire du solvant, c'est 1, à peu de choses près. Donc, l'activité de l'eau, je l'ai remplacée ici par 1. Et puis, le dibrome, c'est un gaz. Donc, si c'est un gaz, son activité sera exprimée en fonction de sa pression partielle. D'accord ? Le rapport de sa pression partielle sur la pression de référence, c'est ce que vous avez ici, PR2 sur P0. La pression de référence, je vous rappelle que c'est 1 bar, la pression standard. Et bien voilà, on met ça dans notre équation de Nernst, et on a cette fois-ci une équation de Nernst qui ne s'écrit pas comme Ox sur Red. Si on écrit Ox sur Red, on n'a pas ça, et on a faux. Faux à la réponse à la question, faux aux calculs qui suivent derrière, faux à la quasi-totalité des questions qui suivront encore à la suite de la question où on vous a demandé de poser l'équation de Nernst. D'accord ? Donc c'est pour ça que j'ai insisté au cours de ces différentes séances que l'on a passées ensemble sur le fait que ce quotient des activités, c'est vraiment quelque chose de fondamental. On en avait besoin pour établir des constantes d'équilibre. On en a besoin ici pour établir ces lois de Nernst correctement. C'est vraiment quelque chose d'important. Il y a un petit truc que je voudrais vous montrer là-dedans. C'est quelque chose qui est très, très employé dans, en particulier, la chimie qui flirte avec les domaines médicaux. D'accord ? Mais pas que, parce qu'on l'utilise aussi quelquefois. Il arrive quand, dans le quotient des activités, on voit apparaître la concentration en ion H+, que l'on extrait cette concentration en ion H+, du système. Pourquoi ? Eh bien, vous avez commencé à faire, ou vous avez d'ailleurs fini peut-être, le cours sur les systèmes acido-basiques, les pH. Eh bien, log de la concentration, log en base décimale, de la concentration en ion H+, c'est le pH. Ça veut donc dire que dans ce log ici, ce log combiné, on a potentiellement la possibilité de faire apparaître le pH dans la formule de Nernst. Et donc, en général, on le fait, on sort le pH, d'accord ? Le 2,3 que vous avez ici, on est bien d'accord, c'est à cause du passage en log décimal. Je l'ai déjà précisé. Donc, si on est à 25 degrés, en plus, on aurait un 0,06 qui apparaîtrait. Donc, on va avoir ici le pH qui va pouvoir apparaître dans la loi de Nernst. Et on le fait régulièrement. C'est très pratique dans les systèmes biologiques, puisque la plupart des systèmes biologiques ont des modes de régulation du pH, des systèmes très tamponnés dont le pH ne varie pas, d'accord, et qui sont connus par avance. En sortant le pH du système, on peut en déduire son évolution par rapport aux concentrations des autres espèces à pH constant, en fin de compte. Et donc, on s'extrait du pH biologique, du pH du système. On le calcule une bonne fois pour toutes. On connaît ce pH, c'est 7,2 par exemple. On calcule le 6 fois 2,3 fois 6,2. On le sort de ça, on le colle dans delta E0, on met un prime en général. Et comme ça, on n'a plus à s'en occuper. Cette partie-là n'est plus intéressante.
D'accord? On l'a sortie du système et elle n'a plus d'intérêt direct. Voilà, on le fait régulièrement, on n'est pas obligé, mais on le fait régulièrement. Précision supplémentaire, parce qu'on n'a pas tout à fait fini avec cette formule-là. Si on est à l'équilibre, et ça on l'avait déjà vu en thermo, ça veut dire que la variation d'enthalpie libre de réaction est nulle. C'est le principe, c'est la définition de ce qu'est un équilibre. D'accord? Plus d'évolution. Plus d'évolution, pas de sens préférentiel, delta G égale 0. Et puisqu'on a delta G qui est égal à moins NF delta E, ça veut dire que delta E est aussi égal à 0. En gros, le système pile que l'on a construit, quand il est à l'équilibre, il n'y a plus de différence de potentiel. Littéralement, hein, pour vous et moi, dans la vie courante, ça veut dire que la pile est morte. Voilà. Elle s'est totalement déchargée. Il n'y a plus de différence de potentiel entre les deux, ou plus suffisamment en général, pour alimenter le système qui se trouve derrière. Voilà ce que veut dire donc l'état d'équilibre. Donc l'état d'équilibre, c'est quand il n'y a plus de différence de potentiel entre les deux. Si on est à l'équilibre, ça veut dire que le quotient des activités est égal à ce qu'on appelle la constante d'équilibre. C'est une valeur numérique. D'accord? La constante d'équilibre, c'est la valeur numérique que prend le quotient des activités quand on est à l'équilibre. Donc ça veut dire que j'ai le droit d'écrire que ça va arriver. Quand je suis à l'équilibre, delta E0 moins RT sur NF log de K est égal à 0. Ou, parce que je peux très bien passer les deux termes chacun du côté de la balance électrique, alors on l'écrit plutôt sous cette forme-là en général que la première, RT log de K est égal à moins NF delta E0. Si on est à l'équilibre, on doit avoir cette égalité. On a donc un moyen extrêmement simple de calculer, en fin de compte, des delta G0, des constantes d'équilibre. Il suffit de prendre un voltmètre, de se mettre dans les conditions d'équilibre, de mesurer delta E0, et on obtient en même temps le delta G0 et le K. C'est facile à faire en général, ce n'est pas des constructions qui sont compliquées, on obtient directement le résultat. D'accord? À l'équilibre, on a cette formulation-là, pareil, elle est importante.